Bonjour à tous. Normalement, vous voyez l'écran du webinaire. Je vais attendre encore juste quelques minutes que l'ensemble des participants soient connectés. Hop, bon, ça a l'air. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, Benoît, c'est bon. Ah, Super. voilà. Et qu'il fallait se reconnecter. Merci beaucoup. Du coup, on peut commencer si vous voulez. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Oui, bon, super. De mon côté, c'est bon aussi, Sophie. Très bien. Donc, bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui à notre webinaire sur le thème de comment choisir le bon couvert d'interculture, les clés pour atteindre vos objectifs agronomiques. Donc, je me présente, je m'appelle Sophie Wierzewski et je suis chargée de mission en innovation agronomique et agroécologie à la Chambre d'agriculture de l'Oise. Donc, pour ce webinaire, je vous propose d'aborder les thèmes suivants. D'abord, le pourquoi couvrir son sol, puis le comment choisir ses espèces et ses mélanges et comment les réussir. Nous aurons également le témoignage de 2 des lauréats du concours À vos couverts de l'édition 2025. Donc, Benoît Gilbert qui expliquera sa situation et son choix de couverts, à savoir des couverts pour favoriser la biodiversité. Puis Victor Parmentier qui présentera son objectif, à savoir de minimiser les résidus ligneux et de favoriser une couverture basse dans un contexte de gestion du risque sanglier et de culture industrielle. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser l'espace questions-réponses sur Teams et on prendra le temps à la fin du webinaire pour répondre à tout ça. Donc, pour commencer, pourquoi couvrir son sol? Donc, le service rendu principal de la couverture des sols est de limiter l'érosion et le ruissellement. C'est vraiment le premier intérêt agronomique du couvert, le maintien de la structure du sol via l'exploration racinaire et l'amélioration de la cohésion du sol et de la portance. Donc, on a une double protection, une protection pendant la croissance avec l'impact des pluies qui est amorti par le feuillage et après la destruction du couvert avec des résidus en surface qui améliorent la stabilité structurale et limitent la croûte de battance. Pour illustrer, je présente quelques résultats d'essais à chaque fois. Donc là, sur l'aspect du ruissellement, vous voyez une réduction sur le premier site, le site de Kemmel, de 19% à 7% entre un sol nu et un sol couvert. Et sur le deuxième site, vous voyez une réduction de 16% à une érosion quasiment nulle entre le couvert et le sol nu. Donc, c'est-à-dire qu'on a un vrai effet du couvert sur le ruissellement et l'érosion du sol. Pour ce qui est de l'infiltration, donc là, vous avez un graphique de la vitesse d'infiltration de l'eau entre différents couverts et le témoin sol nu. Et vous voyez qu'elle est multipliée par 5 à 8 sous les couverts. Vous voyez, elle est à 65 mm par heure sous la moutarde, alors qu'elle est à 8 mm d'eau infiltrée par heure sur le témoin sol nu. Donc, un vrai effet sur la structure du sol, grâce notamment à l'exploration racinaire. Vous voyez sur le schéma, donc les différentes familles d'espèces et les espèces, ils ont des systèmes racinaires très variés qu'il est intéressant justement de combiner. Vous avez des systèmes pivotants pour la févrole, la moutarde, le lin ou par exemple le tournesol, et des systèmes racinaires plus fasciculés pour les céréales, les avoines, etc., le sarrasin ou le moa. Donc, avec des explorations aussi différentes en profondeur qui peuvent aller jusqu'à 90 cm à 1 mètre. Souvent, les racines de couvert, quand elles sont sur des couverts un peu plus longs, elles explorent généralement correctement le premier mètre du sol et la densité de racines ou le taux d'enracinement, il diminue plus ou moins vite en fonction de la profondeur. Et ça, c'est lié avec la structure du sol, voire la nature du sol, et puis la biomasse qui est produite au niveau aérien. Donc, par rapport à l'effet sur la structure du sol, là, vous avez des résultats d'agrotransfert et vous voyez que, comparé au sol nu, sous l'avoine, le taux de motte tassée passe de 92% en septembre à 62% en novembre, avec l'apparition, du coup, plus de motte tassée, mais de motte tassée mais fissurée, donc avec déjà une structure du sol qui s'améliore. Sous le radis, c'est encore plus flagrant puisqu'on passe de 86% de motte tassée en septembre à 38% en novembre, avec donc seulement 2 mois d'interculture.
et car le pourcentage de mottes tassées mais fissurées qui augmente à 49%. Donc la restructuration du sol, elle est réelle, mais attention, elle est quand même limitée par les couverts parce que les couverts ne peuvent pas à eux seuls gérer résoudre tous les problèmes de tassement. Ça dépend de l'espèce, de la biomasse produite et aussi du tassement initial. Donc ça a un effet, mais attention quand même parce qu'on ne peut pas tout résoudre avec une couverture de sol, en tout cas sur une seule campagne. Le second service attendu par les couverts, c'est le recyclage et la fixation de l'azote et des éléments minéraux. Donc les couverts ont un rôle de piège à nitrate, ça c'est très connu. Ils captent l'azote résiduel après les cultures, donc avant le lessivage hivernal, et le restituent pour la culture suivante. Vous voyez sur ce graphe une relation complètement linéaire et directe entre la biomasse produite et l'azote capté. On a environ 26 unités d'azote captées par tonne de matière sèche par hectare produite, avec un très bon coefficient de corrélation sur ces données-là. Une autre illustration, c'est la réduction, si on parle de piège à nitrate, on regarde forcément les reliquats entrée-hiver et puis après ce qui se passe en sortie d'hiver pour la restitution. Mais pour la partie reliquat entrée d'hiver, vous voyez sur le graphe suivant qu'elle est proportionnelle à l'azote mobilisé. Elle est plus marquée pour les non-légumineuses, vous voyez avec un coefficient de 0,72, que pour les mélanges 0,27 ou pour les légumineuses pures où on est à 0,08 en coefficient. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet des légumineuses sur les reliquats entrée-hiver, ce qui est complètement logique puisque les légumineuses fixent l'azote de l'air plutôt que de capter celui du sol. Donc, les couverts sans légumineuses, par contre, ils réduisent les reliquats azotés en entrée-hiver vers le 15 novembre, vous voyez, proportionnellement à l'azote qu'ils ont absorbé et donc à la biomasse produite. C'est ça qui va limiter, du coup, les pertes de nitrate par lessivage. Et donc, les mélanges, vous voyez qu'ils obtiennent des résultats intermédiaires entre les couverts de légumineuses pures et les non-légumineuses pures, forcément. Par contre, pour ce qui concerne la restitution d'azote, là, on a un gros effet fertilisant pour la culture suivante, des légumineuses pures. Vous voyez, comparé aux non-légumineuses, on a plus 44 kg d'azote par hectare en moyenne pour les légumineuses pures, et puis contre plus 2 kg d'azote par hectare pour les non-légumineuses. Donc, pour capter de l'azote et diminuer le risque de lessivage, on choisit plutôt les non-légumineuses. Et pour restituer l'azote, les légumineuses. Et donc, forcément, si on veut mixer les deux effets, on choisit de mélanger ces deux familles d'espèces. Le troisième intérêt agronomique qu'on citera aujourd'hui ici, c'est le stockage de carbone. Donc, l'extension des couverts d'interculture, c'est le premier levier le plus puissant identifié en France pour stocker du carbone dans les sols des grandes cultures. Vous voyez sur la ligne qui est entourée, plus 126 kg de carbone par hectare et par an qui peuvent être stockés par l'extension des cultures intermédiaires, soit un potentiel de 2 millions de tonnes de carbone par an à l'échelle nationale, et c'est devant les pratiques du semi-direct ou l'expansion de l'agroforesterie. D'après les données que vous avez, je vous ai mis à chaque fois les références sous le graphique. Donc, les couverts réinjectent dans le sol sous forme d'humus stable environ 30% du carbone issu de la photosynthèse, et ce qui concourt à l'entretien de la matière humique du sol. Donc, plus ils sont développés, plus cette contribution, elle est importante. Et un sol couvert, un sol moyen peut avoir une contribution proche d'une paille enfouie. Mais bon, toutefois, ça reste quand même inférieur, 3 à 4 fois inférieur à la restitution d'un colza ou d'un maïs grain ou d'un fumier bovin. La restitution d'humus, elle est aussi variable selon le type de couvert qu'on va avoir en place. Et pour ce qui est des 70% restants de carbone, ils retournent dans l'atmosphère sous forme de CO2 grâce au travail des décompositeurs du sol qui sont stimulés aussi par la présence du couvert, les bactéries, les champignons, les lombriciens, les coimboles, etc., toute la faune en fait, du sol. Oh, papa. Donc, si on parle de carbone, on va parler forcément du C sur N. Donc, les C sur N, c'est le rapport carbone sur azote du couvert. C'est sur ce C sur N qui détermine le taux d'humification d'un couvert, le coefficient qu'on appelle K1. Donc, plus le C sur N est faible, par exemple pour les légumineuses, plus le coefficient isohumique est élevé. Leurs résidus s'humidifient plutôt bien en étant rapidement minéralisés en azote. C'est les légumineuses en exemple.
Les résidus de céréales, par exemple, ils ont un C sur N très élevé et donc un K1, un coefficient isohumique très faible, qui signifie qu'ils s'humidifient moins bien par unité de matière sèche, mais c'est surtout leur volume important de biomasse qui peut compenser un apport brut de carbone au sol. Donc vraiment, l'idée, là, encore une fois, c'est de mélanger des espèces avec le C sur N, avec des C sur N variés, pour obtenir une matière organique stable, avec les C sur N élevés, et de l'azote rapidement disponible, avec les C sur N faibles. Pour parler du quatrième, du coup, intérêt agronomique découvert, c'est de lutter contre les adventices. Là, vous avez un graphique qui montre la réduction de la biomasse d'adventices en fonction des différents couverts. Vous voyez une réduction généralement entre 55 à plus de 95% de réduction de biomasse des adventices par rapport au sol nu. Donc, c'est selon les espèces et aussi selon la saison du couvert. Mais ça peut être aussi quasiment nul pour certaines espèces qui sont non concurrentielles. Vous voyez ici la gesse, où on a vraiment une concurrence très faible. Et puis aussi, ça dépend de la biomasse. Donc, l'effet sur la lutte des adventices, elle est réelle. On le voit en biomasse d'adventices. Par contre, l'effet est à nuancer avec trois facteurs. D'une part, les espèces. Il y a des espèces qui sont plus efficaces que les autres pour concurrencer les adventices. On va parler des crucifères, du sarrasin et des céréales. C'est les trois familles ou espèces qui sont les plus intéressantes. Tout cela, ça dépend forcément de la biomasse produite. On peut attendre un effet de réduction de la biomasse des couverts supérieur à 80% si la biomasse du couvert dépasse les 2,5 tonnes de matière sèche par hectare. Un couvert de 2,5 tonnes de matière sèche par hectare, c'est un couvert qui arrive au niveau du genou et qui est homogène et assez dense, pour vous donner un peu une idée. Et puis, ça dépend aussi de l'homogénéité du peuplement, parce que forcément, si on a un couvert dense et régulier, on maximise la concurrence. S'il y a des trous dans le couvert, c'est forcément là où il va y avoir le plus de risques de salissement et des adventices qui vont être présents. On va passer au cinquième intérêt agronomique, donc c'est lutter contre les bioagresseurs et favoriser la biodiversité. Donc, concernant les bioagresseurs, on a des effets qui sont contrastés et à nuancer selon les situations. Oui, il y a bien des effets positifs comme l'effet biofumigation pour limiter par exemple les symptômes de piétin-chaudage en blé sur blé ou les effets nématicides en betterave. Par contre, on a aussi l'effet inverse avec des effets négatifs comme la multiplication du risque aphanomycèse dans les rotations de poids si on utilise certaines espèces qui sont soit hautes ou soit qui vont transmettre l'aphanomycèse. Donc, par exemple, c'est le cas, vous voyez dans le graphique suivant. Les espèces hautes, mais qui vont pas, les espèces hautes, mais qui sont résistantes, ça veut dire qu'ils vont pas avoir de symptômes, mais elles multiplient quand même le champignon. Et par contre, les espèces non hautes et très résistantes, c'est ces espèces-là qu'il faut privilégier dans les rotations avec, par exemple, des protéagineux, du poids de conserve, etc. Les couverts favorisent également beaucoup les populations d'insectes. Ici, vous voyez que certains couverts peuvent héberger des ravageurs. Principalement, ce sont les pucerons et les altises. Mais plus globalement, les couverts d'interculture hébergent de nombreux auxiliaires aussi de culture, que ce soit les araignées, les coccinelles, les cécidomies, les punaises prédatrices, les carabes, les staphylins. Il y a vraiment toute une faune auxiliaire qui est très intéressante. Leur abondance, elle est très variable et elle dépend fortement de la composition du couvert végétal, car chaque auxiliaire consomme des proies préférentielles qui vont préférer certaines espèces de fleurs, de plantes. Et puis, on ne peut pas parler d'insectes sans parler des pollinisateurs. Donc, après la fourniture en nectar et en pollen du printemps et de l'été, l'automne, il pâtit souvent d'un déficit en ressources alimentaires pour certains insectes et notamment pour les abeilles. Donc, certaines espèces de couverts d'interculture présentent un réel intérêt pour compléter l'alimentation des insectes pollinisateurs sur une période où il y a un manque alimentaire. Et donc, on a un effet positif sur les auxiliaires et les pollinisateurs des couverts riches en floraison, notamment la moutarde blanche qui fleurit très rapidement.
Donc, un effet très positif parce que les couverts offrent le gîte et le couvert aux auxiliaires, aux pollinisateurs, mais aussi aux petits gibiers des plaines. Notamment, du coup, si on favorise les insectes, on favorise également les espèces insectivores, les bergeronnettes, etc. Donc, ça a aussi un effet, l'aspect floristique et faunistique, elle est très intéressant pour les couverts. Et donc, c'est un service global écosystémique qui est important des couverts en fonction de la diversité des plantes qu'on met dans ces couverts, avec aussi, et on en parlera avec le témoignage tout à l'heure des agriculteurs, vigilance sur les couverts qui favorisent également la présence des limaces, des sangliers ou des campagnols, notamment en non-travail du sol, avec la préservation des galeries en surface et donc la non-perturbation du sol qui engendre des problématiques campagnoles. On parle de diversité, on pense surtout à la faune et à la flore en surface, mais les couverts favorisent également la diversité souterraine, puisque les couverts d'interculture augmentent en moyenne la biomasse microbienne et l'activité des micro-organismes par rapport au sol sans couvert. Vous voyez sur le graphique suivant, donc on a un vrai effet sur la teneur en métabolites microbiens dans les sols couverts par rapport au sol nu que vous avez au niveau du zéro. Enfin, le dernier bénéfice qu'on citera, c'est la régulation du climat. En effet, un sol couvert reste toujours plus frais qu'un sol nu. On observe jusqu'à 9 degrés d'écart mesuré entre le sol couvert et le sol avec des chaumes de blé. Le mécanisme mis en œuvre dedans, c'est l'évapotranspiration de la végétation qui dissipe l'énergie solaire en chaleur latente plutôt qu'en chaleur sensible. Un sol nu ou minéral restitue jusqu'à 45% de l'énergie solaire en chaleur, c'est l'effet canicule, contre 20% pour les surfaces végétalisées. Donc on parle bien des couverts végétaux, mais aussi des cultures qui sont encore en place au moment justement de ces pics de chaleur, donc les maïs, les tournesols, etc. Donc un couvert bien choisi répond rarement à un seul objectif, il cumule différents services, d'où l'intérêt de bien choisir ses priorités avant de pouvoir choisir les espèces de ces couverts. Donc, comment choisir les espèces et construire son mélange? Donc, les intérêts agronomiques sont différents pour chaque famille d'espèces. Vous avez les crucifères qui vont servir à capter l'azote du sol, produire de la biomasse et améliorer la structure du sol grâce à leur système de racinaire pivotant. Parmi là, vous avez sur l'illustration, mais ça peut être les moutardes, ça peut être les radis, ça peut être aussi le colza, que ce soit le colza en culture ou le colza fourragé, mais d'autres, la navette, la caméline, etc. Vous avez les graminées. Les graminées, elles vont servir à produire de la biomasse et à structurer le sol grâce à leur système racinaire fasciculé. Et là, vous avez toute la famille des sorgho, des maïs et du moa, mais vous avez aussi les classiques, le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, etc. Pour ce qui est des légumineuses, alors les légumineuses, elles vont surtout servir à fixer l'azote de l'air et à le restituer à la culture suivante, et elles ont le C sur N qui est très faible. Attention pour les légumineuses, c'est que globalement, on observe des levées qui sont plutôt variables sur les espèces. Donc, autant pour les autres familles d'espèces, une espèce suffit généralement à couvrir son sol. Enfin, en tout cas, on a des bons taux de levée sur les graminées et sur les crucifères. C'est moins vrai pour les légumineuses, et pour cette famille d'espèces, il vaut mieux miser sur la diversité d'espèces pour sécuriser la réussite. Donc en légumineuses, là, vous en avez vraiment beaucoup. Vous avez toute la famille des trèfles, toute la famille des vesses. Vous avez aussi les lentilles, le natrix, le fenugrec, le gesse, etc. Et donc enfin, les autres familles d'espèces, là on parle des familles, donc par exemple le tournesol, la facélier, le sarrasin, etc. Ça sert surtout à casser les cycles des bioagresseurs et d'augmenter la biodiversité, parce que aussi c'est des espèces qui sont qui fleurissent plus rapidement également. Donc vous voyez, vous avez là les différents, vous avez aussi le lin ou d'autres. Maintenant on retrouve aussi de la coriandre, de la tagette erecta, etc. dans les couverts qu'on peut trouver en mélange. Donc, de comment choisir son espèce, c'est comment construire son objectif. Vous avez bien compris que du coup, l'objectif est plus important que vraiment le choix des espèces. Et donc, c'est une démarche en 2 étapes. C'est d'abord de bien définir la situation initiale, bien définir son contexte, le sol, le climat, le système de culture que vous avez, de bien définir aussi vos contraintes matérielles, quelle pression vous avez en ravageurs, en salissement, en maladie, quels sont votre calendrier aussi en termes de manœuvre, disponibilité des tracteurs, etc. De bien définir aussi vos besoins,
quels sont les objectifs agronomiques et économiques que vous voulez pour votre couvert, et puis les atouts potentiels que vous avez, soit des contacts, des possibilités de semoir, de location de semoir ou de prêt de semoir, l'écumin, etc. Et donc, en fonction de cette première étape, vous allez pouvoir construire votre objectif. Donc, en fonction du contexte, bien définir ses priorités pour après définir vraiment l'objectif. Donc, l'objectif, ça peut être couverture du sol et structuration, en même temps que valorisation animale ou favoriser la biodiversité. Et donc, en fonction de ces objectifs, il y a des préconisations en fonction de l'objectif, des conseils qu'on pourrait donner. Si c'est pour parler du contrôle des adventices, on va choisir des espèces qui sont fortement étouffantes, de semer dense et de viser justement les 2 tonnes de matière sèche à l'hectare qu'on parlait tout à l'heure. Si on veut de la structuration du sol, on va choisir des espèces à racines pivot, les radis chinois, les navettes, la févrole, et ou à fort enracinement, les graminées en couvert long. Si on veut de l'apport de l'azote, là on l'a bien dit, c'est les légumineuses. Si on veut un apport fourragé, ça va être choisir plutôt des graminées, l'avoine ou l'orge, ou des légumineuses, mais selon la rotation. Si on veut favoriser le retour à la matière organique, on va favoriser le retour de la matière organique au sol, on va favoriser les espèces produisant une biomasse importante, donc viser les 5 tonnes de matière sèche par hectare, parce qu'on l'a vu précédemment, c'est bien la biomasse qui produit qui va faire la restitution de carbone à la parcelle. Et donc, à partir de ces objectifs, l'idée est de miser sur le mélange d'espèces pour maximiser les effets. Les intérêts, ils sont facilement démontrables. Vous voyez là dans cet essai, un mélange radis, facélie, tournesol produit environ 17 tonnes de matière fraîche à l'hectare, contre seulement 11 tonnes si on additionne les biomasses des mêmes espèces semées seules. Donc ça a vraiment un effet de complémentarité des espèces entre elles et pas seulement une addition juste des espèces entre elles. C'est vraiment jouer sur cette complémentarité des espèces qui va sécuriser et la levée et la biomasse de votre couvert. Donc, comment bien mélanger? Si on voulait retenir 5 règles, ça serait vraiment de limiter à 5-6 espèces maximum pour commencer. Au-delà, il y a un risque que certaines espèces ne s'expriment pas. De varier les familles d'espèces, donc de chercher justement cette complémentarité, les légumineuses avec les graminées pour l'apport de l'azote et puis la biomasse et la structure du sol. Donc, vraiment de complémenter, jouer la complémentarité entre les familles et les espèces. De faire attention quand même à la cohérence des cycles. Par exemple, une espèce à cycle court qui peut grainer avant celle à cycle long et donc devenir un adventice pour l'année suivante. Ou alors, on veut vraiment favoriser justement ces cycles courts avec une reprise du couvert derrière. En tout cas, il faut être bien conscient des cycles et puis des dates de floraison de ce couvert. On fera aussi attention à la taille des graines homogènes si possible, sinon faire plusieurs passages, avoir plusieurs trémies ou pour améliorer un petit peu la partie mélange. À partir de 5-6 espèces, normalement, dans une trémie de tracteur, on a ça se sépare moins que si on fait 2 espèces pures, une grosse graine et une petite graine, mais on va quand même retrouver les trèfles qui vont descendre quand même dans la trémie à force des secousses. Donc voilà, il y a aussi ça à prendre en compte. Et puis, je le disais tout à l'heure, jouer sur le C sur N pour associer vraiment C sur N élevé pour l'apport de matière organique stable et le C sur N faible pour de l'azote rapidement disponible pour la culture suivante. Donc, les clés de la réussite, donc le comment réussir son couvert. L'idée principale, c'est de considérer son couvert comme une vraie culture. La première clé, donc, c'est de semer tôt. Vous voyez dans le graphe suivant les différentes. Là, c'est du semis de légumineuses et vous voyez en fonction de la date de semis. Pour les légumineuses, elles ont une croissance lente et besoin de jours longs avec des températures élevées. Le semis idéal, là, c'est des essais normands, mais on peut facilement les faire correspondre avec ceux des Hauts-de-France. Mais donc, c'est de semer tôt avant le 20 août et d'adapter à la météo. Semer dès les premières nuits, dès les premières pluies pour justement améliorer la levée et le développement. Ou sinon, c'est d'envisager le travail simplifié du sol ou le semis direct vraiment juste après la moisson ou encore même le semis à la volée dans le précédent. Donc, pour faire un petit zoom sur le semis avant moisson, alors oui, c'est vraiment intéressant quand on a la possibilité de le faire, mais avec certaines règles. C'est le semis le plus proche possible de la moisson et avec des espèces adaptées. Donc, pour semer proche de la moisson, vous voyez dans le graphique suivant un comparatif entre une espèce qui a été semée 45 jours, 30 jours et 15 jours avant la moisson. Et donc, vous avez vraiment un taux de levée qui est amélioré plus on se rapproche de la moisson.
Pour la veste velue, vous voyez, ça passe de 11% à 80%, proche de la moisson. Donc ça, c'est vraiment très important. Ça veut dire aussi de pouvoir anticiper quand est-ce que la moisson va arriver. Et cette année, c'est vrai qu'avec les moissons qui ont été très précoces, qui ont commencé très tôt, et la canicule, je quid de la réussite des couverts avant moisson cette année. On pourra échanger dessus à la fin si vous avez des questions. Le choix des espèces, donc c'est aussi important. Il y a des espèces qui sont adaptées, d'autres qui le sont moins bien. Là, c'est une comparaison entre l'adaptation des espèces entre semis avant moisson et semis juste après la moisson. Et vous voyez des espèces qui sont très bien adaptées et d'autres très peu. Vous avez aussi, si vous semez à l'épandeur à engrais, vous avez la possibilité du semis en pellet pour améliorer la balistique de vos graines et éviter que les espèces se séparent trop avec vraiment des effets bandes en fait, des espèces qui vont voler différemment dans vos couverts. Ça, il y a AgroTransfert qui a beaucoup travaillé le sujet. Je vous invite à aller regarder leurs références, c'est intéressant. Donc, la deuxième clé de la réussite, c'est de semer dense, assurer une bonne couverture du sol, une production de biomasse suffisante et la concurrence des adventices. Il ne faut pas négliger, en tout cas, la partie semis, la densité de semis. On peut vouloir diminuer les coûts en diminuant la densité de semis. Vaut mieux se réorienter sur du semis ou de l'autoproduction de certaines graines pour gagner un peu sur les coûts plutôt que de miser sur la réduction de la dose de semis. Et donc, pour construire son mélange, généralement, on prend la densité de l'espèce pure qu'on va diviser par le nombre d'espèces dans le mélange. Et puis enfin, le troisième point, c'est adapter son semis. Donc là, vous avez différentes méthodes de comparaison, mais ça, vous les connaissez de toute façon. Donc le semis avant moisson, l'avantage, c'est le semis précoce et qui profite de l'humidité résiduelle en fait de la moisson, avec une organisation du travail qui est facilitée, mais par contre, un risque ravageur plus important, les pluies après la semis qui sont aléatoires, et puis c'est déconseillé pour certains gros PMG, en tout cas seuls. Le semis direct sur chaume, donc c'est un semis précoce, pareil, qui va profiter de l'humidité résiduelle qu'il y avait dans la culture et dans la paille. Par contre, on est tributaire de la paille présente en fonction du semoir qu'on a, et puis du risque de prédation des graines. Et puis enfin, vous avez le semis sur travail du sol, avec une bonne gestion des ravageurs et une bonne gestion de la paille, avec un bon contrôle de la qualité du semis, mais on favorise aussi la levée des adventices, le dessèchement du sol, etc. Donc, si on voulait vraiment retenir les trois clés, c'est d'adapter donc ce métaux en fonction de la météo. Dès les premières pluies, sinon, il vaut mieux semer vraiment juste après la moisson ou juste avant. Semer dense pour bien couvrir et assurer la production de biomasse et pour concurrencer les adventices et d'adapter son semis. Attention à la profondeur de semis exacte aussi et puis prendre en compte les PMG des graines. Pour cela, vous avez des ressources pour vous aider. Donc, il y a le logiciel Acacia, développé par le GI2E Magellan et Terrinovia. Donc, c'est une aide au choix et à la composition des mélanges, avec aussi les aspects impact sur la culture du sol. Vous aurez aussi profondeur de semis. Il y a vraiment pas mal d'éléments qui peuvent vous aider dans cet outil pour vous accompagner sur le choix des densités, etc., de vos espèces en mélange. Vous avez l'outil choix découvert d'Arvalis, qui est aussi très intéressant, avec un outil qui est localisé par code postal, par objectif agronomique, où on entre aussi les espèces qui sont dans la rotation pour voir les effets bénéfiques ou négatifs de certaines espèces en fonction de votre rotation. Et puis la date de semis et de destruction qui peuvent être aussi données en tant qu'information dans cet outil-là. Et puis, pour la partie évaluation, vous avez l'outil Merci qui va faire des estimations de restitution d'azote, de biomasse et de carbone à partir d'observations terrain, mais qui peut en tout cas permettre d'évaluer votre couvert et donc de un petit peu quantifier ce que vous avez réussi à faire avec vos couverts. Vous avez aussi de plus en plus de ressources, de références qui sont disponibles, donc avec des résultats d'essais d'interculture. Vous avez des guides pratiques, vous avez des sites internet ou des notes techniques qui vous guident aussi dans vos choix de couverts. Et puis, vous avez des retours d'expérience qui peuvent vous servir. Et c'est dans cet objectif que le concours à vos couverts a été reconduit chaque année, d'abord à l'échelle de l'Oise et maintenant à celle des Hauts-de-France et de la Seine-Maritime, où vraiment le but, c'est de valoriser et de diffuser les pratiques des agriculteurs et de
parler positivement des pratiques de l'agroécologie et de la couverture du sol. Et donc là, je vais laisser la parole à nos 2 lauréats du concours à vos couverts 2025, Benoît et puis après Victor. Donc Benoît Guilbert, je te laisse te présenter si tu veux bien. Je vais couper ma caméra. Je vais couper ça. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, vous m'entendez? Je ne me revois pas. Vous me voyez? Vous m'entendez? On te voit et on t'entend, oui. Très bien. Alors, bonjour Merci. à tous. Alors, en détail, dans les gens qui sont connectés, c'est plutôt des agriculteurs? Il y a un peu de tout, beaucoup de conseillers, agriculteurs et puis organismes un peu d'accompagnement des agriculteurs. D'accord. Bon, bah, enchanté. Bonjour à tous. Donc, Benoît Guilbert. Donc, je suis agriculteur sur une exploitation de polyculture et je fais du semi-direct depuis à peu près 2014-2015. Semi-direct, c'est donc une technique d'implantation, mais en fait, ce qui est le plus important, c'est la gestion des couverts, comme on vient d'en avoir un super exposé. L'idée, en fait, sur mon exploitation, c'est de jamais avoir de sol nu et de maximiser la production de biomasse, même quand il y a des intercultures courtes. Alors, ce qu'on a à l'écran, c'est une interculture qui a donc c'est l'engrais vert de l'année dernière, qui a été semé après un petit pois. Donc, c'est là où c'est le plus facile parce que, pour 2 raisons, c'est sur N en faveur de l'azote et date de semis. Ce qui permet de faire un super couvert et donc de le semer, enfin, si tant est qu'il a été semé tôt. Et donc là, ça a été le cas. Alors, si je vous prends un petit peu la photo que vous avez là, c'est une photo qui a été, je pense, autour du mois de septembre, vu la couleur, parce que le couvert, en fait, change de couleur chaque semaine lorsqu'il est multicomposé, puisque chaque plante s'exprime chacun son tour. Mais si je vous donne un petit peu là le détail de ce mélange, donc ça, c'est un mélange qui a été semé début juillet. Qui a été semé après les petits pois, comme je disais. Donc, il y a du millet, de la facélie, du tournesol, de la vesse, du sarrasin, du sorgho, niger, moa, chia et lentilles. Lentilles, je ne suis pas sûr, j'ai peut-être un faux. Ouais, lentilles, il y en a peut-être un tout petit peu. Donc, voilà, en gros, c'est quand même des choses, des gros mélanges. Si, lentilles, ouais, je vois, il est noté aussi sur votre fiche. Et donc, c'est vraiment un mélange avec beaucoup d'espèces. Je le compose en fait, moi, par un tableur Excel que je compose avec plusieurs colonnes, les kilos hectares, bien sûr. C'est là où je viens intervenir sur mon tableur. Le PMG, l'euro par kilo et du coup l'euro par hectare. Hein, et puis donc le nombre de grains par mètre carré, ce qui permet en fait, grâce au PMG, d'avoir une idée. L'objectif, moi, ce que je me fixe, c'est minimum 400 grains levés. Et donc là, vous voyez, c'est un mélange où j'étais à 600 grains. Pourquoi? Parce qu'il y avait énormément de roquettes qui apportent beaucoup de graines, et puis les trèfles. Les trèfles qui apportent aussi un petit peu des nombres de pieds. Donc l'objectif pour moi, c'est, alors effectivement, on parle de biodiversité, de favoriser la biodiversité, etc. Il faut comprendre que en tant qu'agriculteur, ce n'est pas un objectif premier pour moi, mais je ne suis pas mécontent que ça fonctionne. Et c'est une fierté que ça fonctionne, puisqu'on a des ruches qui sont à côté de l'exploitation et que, voilà, quand on voit un maximum d'abeilles butinées, quand on voit au moment de la destruction, juste avant de semer le blé, le nombre invraisemblable d'insectes en tout genre, des chenilles, des araignées, etc., et j'en passe, qui sont sur les calandres des tracteurs. Bon, ça fait plaisir, on se dit que voilà, il y a de la vie, ça se mesure rien qu'en se baladant, rien qu'en fouettant toutes les fleurs avec le matériel, on voit que il y a énormément de vie et ça se retrouve derrière dans le blé. Donc ça, c'est un couvert qui a été implanté ensuite au mois d'octobre avec un strip-till pour semer du blé dans ce couvert qui faisait quasiment la taille des roues, quoi. Donc on a, alors j'arrive plus à relire, je me souviens plus exactement des quantités de biomasse, 5 tonnes 9. Donc 5 tonnes 9 au moment de la méthode Merci, et donc il a encore poussé au moins 15 jours derrière, donc peut-être qu'il a fait encore une petite tonne derrière jusqu'à la dégradation, jusqu'à la destruction, on va dire.
Donc, l'objectif de la biodiversité, c'est pas vraiment pour moi, agriculteur-producteur, un objectif numéro un, et je le fais pas pour ça, mais je sais très bien que ça y contribue, donc ça me fait vraiment plaisir. L'objectif pour moi, c'est un, produire de la biomasse, deux, faire tous les effets qu'on a vus là juste avant, pas d'érosion, pas de, voilà, de bouleversement pas d'éléments négatifs en fait pour les sols. L'idée, c'est plutôt au contraire d'apporter de la biomasse, d'apporter donc de la matière organique, d'apporter de la vie, d'enraciner aussi les horizons pour pas qu'ils se tassent et tout simplement de garder en fait une rotation en accentuant justement le changement de rythme, puisque dans ce mélange, il y a énormément de plantes que je n'ai pas en culture. Donc la composition des mélanges, on a un petit peu vu ça juste avant. Moi, ce que je fais, donc je vous ai dit avec un tableur, j'essaye de ne pas avoir trop de crucifères, parce que j'en ai mis beaucoup les premières années, et au départ, on en mettait aussi, même avant les passages en semi-direct, donc depuis les années 2000, on mettait beaucoup de moutarde en pur, et plus le colza dans les rotations. Donc, finalement, aujourd'hui, je suis plutôt à la recherche des plantes non présentes dans la rotation, et je sélectionne, on va dire, deux gros types de mélanges. Les mélanges d'été comme celui-ci, où là, je peux mettre des plantes vraiment d'été qui poussent vite, le sarrasin, comment dire, le sorgho, je reprends ma liste, les vesses également, bon, elles marchent aussi à l'automne, mais tous ces plantes, le Niger, voilà, et le Moa, voilà. Niger, Moa, Chia, millet, sorgho, ça, pour moi, c'est des plantes qu'on peut mettre dans un mélange d'été, début juillet, mais que je ne mettrai plus à partir du mois d'août. Donc au mois d'août, on change un peu les types de plantes, et au mois de septembre, encore une fois, j'évolue. En fait, j'ai trois modèles. Au mois de septembre, ça va être plutôt des plantes d'autoproduction, févrole, avoine, principalement, avec des grosses doses, mais par contre beaucoup moins de diversité, parce que là, on est plutôt sur des mélanges que je cherche à garder verts et qui vont se détruire facilement pendant l'automne, ou à la fin de l'été. Donc voilà un petit peu pour ce premier couvert. Est-ce qu'il y a d'autres diapos Non, j'en avais fait que celle-ci. Oui. Ok. Et ben donc voilà un petit peu le compte rendu. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Je ne sais pas combien de temps j'ai. Là, par exemple, pour le cas de cette année, vu le contexte, pas de pluie, etc., comment tu comptes adapter? Alors, j'ai adapté. Malheureusement, j'ai pas semé. J'ai pas semé parce qu'en fait, donc j'ai récolté des pois également il y a une semaine. On était encore début juillet. J'ai semé une première parcelle en cameline pour faire un essai. C'est une petite parcelle. Comme j'avais vraiment envie de voir ce que c'était, etc., je l'ai fait, mais je ne suis pas du tout convaincu sur le fait que ça va germer. Là, j'ai une deuxième grande parcelle de petits pois que je n'ai pas semé. On a exporté les fans de pois, ce qui a rallongé en fait le délai entre récolte du pois et possibilité de semis. Et du coup, c'est complètement sec. Enfin, c'est impossible. Là, ça fait de la poussière complète sur 2 cm. J'ai pas envie de mettre un passage d'irrigation pour un couvert. Surtout que là, j'avais prévu d'y mettre un colza, et que donc j'avais prévu un couvert de 1 mois, un peu du même genre. Je savais très bien qu'il n'aurait pas été en fleurs, qu'il n'aurait pas fait ces 5 tonnes 9 là, comme ici. Mais s'il faisait déjà 2-3 tonnes, pour moi, c'était réussi. Donc j'avais tout préparé, mais je ne le sèmerai pas parce que là, il ne germera pas avant. On ne sait même pas en fait. On ne sait même pas, mais en tout cas, je vois qu'il ne germera pas avant le quasiment 15-20 juillet. Et donc, pour un Smith Colza au 15-20 août, pour moi, c'est beaucoup trop tard maintenant. Donc malheureusement, je ne pourrais pas exploiter cette année mon interculture courte avec un couvert. Mais de toute façon, je pense que clairement, s'il avait eu la chance de germer, il ne se serait pas développé de toute façon.
Mmh. Oui, oui, et puis après s'il germe et puis qui, se fait, complètement dessécher par le manque de pluie pour, l'aider à son développement, c'est aussi, pareil. Donc là, les Là, prochains semis à prévoir, ça sera des semis, de août, quand les conditions vont être, bonnes pour pour, l'instant, commencer je le colza. prévois, alors j'ai une particularité, c'est que je sème avec la moissonneuse. Donc j'ai un semoir à la volée qui sème sous le convoyeur, donc sous la coupe. C'est-à-dire qu'on est après récolte, puisque la coupe ramasse devant et derrière on sème, et on est avant éparpillage de la paille. C'est important pour moi parce qu'on a fait des essais de semis à la volée au cul de la batteuse, hein, juste après, et ça marchait beaucoup moins bien parce qu'on était sur la paille broyée. Donc là, le fait Mmh. d'être entre la coupe et la paille, on a des résultats qui sont corrects. Mais encore une fois, la météo, bon, quand on sème, quand on moissonne, il fait sec. Parfois, on a une pluie le soir de la moisson, c'est génial. Un peu à l'image d'une moisson de colza, s'il pleut le soir même, le lendemain ou le surlendemain, la parcelle est verte de repousse de colza, et ben on peut imaginer que voilà, il n'y a pas besoin de mettre en terre complètement, de semer en terre les graines. Mmh. Si on a les bonnes conditions, on a de la chaleur, il reste de l'humidité résiduelle, on peut balancer à la volée et ça fonctionne. Mais par exemple, l'année dernière, on a récolté fin juillet les blés, ça a été semé à la volée, tout a germé. Par contre, on a eu un mois d'août très sec. Et du fait, les plantes se sont développées quand même beaucoup moins bien, c'est-à-dire qu'elles ont tout de suite cherché à faire de la fructification, C'est et ça donc ou, elles ont été OK. stressées par un stress hydrique de août, et elles ont fini par redévelopper en fait à partir du mois de septembre. Mmh mh. Mais on n'a pas eu le même mélange n'a pas du tout donné les mêmes résultats que 2024 où là Mmh. c'était humide et le même mélange avait fait quasiment 5-6 tonnes de matière sèche entre moisson et octobre. D'accord. Donc en fait moi je sème très tôt dans l'objectif de faire si je peux un deuxième couvert, plutôt un couvert typé hiver, Mmh. euh, à partir de septembre, octobre, en fait, juste avant les semis de blé. D'accord. Et ce, Bah pour les cultures de betterave et les cultures de lin, donc les cultures vraiment qu'on va reprendre au printemps. merci beaucoup Benoît. On va passer à l'intervention de Victor Parmentier et puis on verra s'il y a des questions en toute fin. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage, vraiment intéressant. Victor, est-ce que c'est OK pour, je passe la diapo. Hop, c'est bon pour Donc moi. pour peut-être me présenter, du coup, je suis agriculteur à côté de Crépure-Valois, dans le sud-est de l'Oise, sur une exploitation culture classique, céréales, colza. Après, on a des cultures industrielles, betterave, oignon notamment, et de la méthanisation. Donc on a un potentiel impact sur les sols qui augmente. Donc en fait, moi, je me suis installé il y a 3 ans avec l'idée d'apporter le maximum au sol sur les fenêtres de disponibilité, et donc notamment maximiser la production de biomasse et les apports de vie dans le sol sur les intercultures grâce au couvert. Donc j'ai travaillé un petit peu là-dessus, et donc l'année dernière j'ai participé notamment euh, avec un couvert ça Faceli avoine à radis roquette vesse févrole. Euh, Je suis arrivé à ce mélange-là avec bon, voilà, les 2-3 ans que j'ai derrière moi. Je voulais rester sur un mélange relativement simple, à 4-5 5 espèces, quoi. Je me suis équipé avec la cumin dans laquelle je suis d'un semoir à dents pour pouvoir semer dans les meilleures conditions. Pour moi, c'est le meilleur compromis pour pouvoir semer des couverts avec, et peut-être pouvoir semer des cultures aussi. Euh, donc voilà, on a acheté ça. Euh, j'ai travaillé sur la composition du couvert où, en effet, un peu comme Benoît le disait avant, on était parti sur des moutardes, même des moutardes super tardives. Et ça finit toujours par fleurir, notamment quand on les fait dans les meilleures conditions pour faire la biomasse. En fait, c'est les trop bonnes conditions pour elles. Et donc ça montait à fleur, et ça faisait
des brins trop longs après pour mes cultures industrielles, notamment pour les oignons, la plantation, ça faisait des paquets. Donc j'ai proscrit ça, j'ai plutôt essayé de partir sur là on voit des roquettes et radis en diminuant le plus possible la densité. Le but c'est qu'elles fassent le rôle de biomasse et le rôle de couverture dans lequel elles sont très bonnes, mais elles apportent pas grand-chose d'autre. Donc de laisser le maximum de place pour la veste notamment, et les févroles. Et puis après, bah, la couverture des espaces avec l'avoine, la Faceli. La roquette, là, je pense cette année, je vais pas la remettre parce qu'au début, j'ai trouvé que c'était pertinent à la lever, mais par la suite, ça n'apportait pas beaucoup, j'ai trouvé. Donc je l'ai retiré. Si ce n'est que ça laisse une agréable odeur de salade quand on se promène en plaine. Mhm. Euh, Sur le choix des couverts, j'avais parlé des sangliers parce que je trouvais qu'il était très dense, mais beaucoup moins haut. Donc, j'avais vu que l'année dernière, j'avais beaucoup moins de dégâts dans cette parcelle-là que j'en avais dans les années précédentes avec des couverts à base de moutarde qui étaient beaucoup plus hauts, quoi. La moutarde, vraiment, les couverts, ils faisaient ma hauteur, ils faisaient 1,80 m. En tout cas, la moutarde la plus haute, c'est joli parce que la veste aussi, elle monte dessus, donc c'est pas mal, mais ça faisait vraiment un abri à toutes sortes d'animaux. Là, je trouve que je l'avais, disons, un peu au-dessus du genou. Donc ça fait moins impressionnant, mais en fait, le radis il produit tellement de biomasse euh, que Mhm. bah, on est arrivé sur des résultats, là, je sais plus si où est-ce qu'on a 8 tonnes de matière sèche. Donc, j'étais vraiment impressionné. Donc voilà, après il y avait toutes les autres espèces qui participent, mais notamment la févrole, je pense en termes de biomasse, qui était pas mal aussi. Et enfin, là j'ai vu qu'on a parlé aussi bah, pas mal de dates de semis. Euh, pour moi, je trouve qu'avec notamment la févrole dans le mélange, donc les deux cuves, hein, sinon il ne faut pas mélanger la févrole avec les autres. Les autres graines, elles se ressemblent à peu près. Le mélange il est homogène, mais il faut pas mettre la févrole avec. Et la févrole, avant le mois d'août, j'ai l'impression que c'est pas trop bon pour la semer. Euh, Pas trop ça. Et on ne la retrouve pas beaucoup. Et en fait, ça représente quand même un coût important. Alors, en l'occurrence, je la produis, mais bon, si je devais la vendre, m'emporterait l'argent. Là, je la mets dans mes couverts. Et du coup, bah, faut quand même qu'elle lève. Et donc, je pars sur le principe de semer à partir du mois d'août. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, les conditions météo bah, me font dire juste que je vais attendre avant de semer. Dans tous les cas, j'avais prévu de semer plutôt au début, plutôt à partir du mois d'août. Et en plus, on a la moisson était tellement tôt que j'ai pas reçu mes graines de couvert avant, donc on n'a même pas préparé les mélanges. Donc voilà. Mhm. Et puis il y a une idée de logistique aussi, simplifier le plus possible, donc d'avoir un seul couvert long pour les cultures de printemps et couvert court, j'essaie d'en faire. Alors moi un petit peu parce qu'avant les poids de conserve, je modifie un petit peu pour les histoires d'Aternomyces, mais sinon après avant culture sur les intercultures courtes cette année, j'ai misé sur l'achat d'un mélange qui est tout fait. Mhm. Coûtait pas trop cher et qui me faisait gagner du temps parce que ça prend quand même du temps de faire les mélanges. Donc voilà, je suis parti plutôt là-dessus. Et, et là En sur termes la d'adaptation pour le semi-doute, est-ce qu'il y a une adaptation de la profondeur de semis ou quelque chose ou là par rapport au sec ou de toute façon c'est d'attendre les bonnes conditions qu'on aura. Alors, ça ne va pas durer bah, comme ça jusqu'en août. Donc si on a les bonnes conditions pour le si colza, ça ira pour les ouais, couverts. Mais... bah je pense que c'est un peu les mêmes conditions, ouais. Mm. Je pense que l'idée pour moi ce serait de semer des couverts et dans la foulée du colza. Euh, Mhm. Surtout si ceux qui le sèment en semi-direct, j'imagine. Je suis pas encore sûr de le faire. Mais ouais, début août, et puis moi je mets tout à 2-3 cm, quoi. Comme c'est beaucoup des petites graines, la févrole, elle trouve sa place aussi. Et en fait, D'accord. sur le semoir, j'ai la dent avec une roulette de rappui sur chaque dent. Donc, toutes les graines, elles sont bien rappuyées. Donc, j'ai quand même, grâce à ce semoir-là, une qualité de levée qui est assez bonne jusque maintenant. Donc, ça, c'est vraiment un point important aussi parce faut que ça lève, hein, sinon on met beaucoup d'argent et
Mhm. Et s'il n'y a pas l'effet escompté derrière, que ce soit la production de biomasse, la lutte contre les adventices, voilà, là on voit sur les photos, il n'y a pas beaucoup de lumière qui arrive au sol. Mhm. En dessous, on peut retrouver des petites choses en dessous, des petits raies gras, des petits canopodes, mais si on sème tout ça au bon moment et que les autres sont pas développés, ça Oui, ça trouve va pas rien derrière. monter en graines. Et puis là, on a vraiment la réduction de biomasse des adventices sous un couvert comme ça. Bah, je trouve, et puis en ayant, alors moi j'ai eu des problèmes de chien-dent, des problèmes de vivaces, et du coup sur cette parcelle-là en l'occurrence, pareil, ça avait été récolté quand même assez tôt l'année dernière. Et j'avais laissé un peu repousser et j'avais fait un glifo sur le chien-dent et j'avais semé ce couvert-là derrière. Et cette année, donc là, je suis en oignon derrière ce couvert-là Mhm. et j'ai pas revu de chien-dent pour le moment. Donc, j'ai pas revu trop de pieds. Donc, je pense que ça a Est-ce- été potentiellement efficace. Très bien. Bonjour Victor. Et Benoît. Est-ce que tu as utilisé que le glypho ou aussi un petit peu de désherbage par travail de sol? Alors, j'en ai dans beaucoup de parcelles et donc, du coup, disons que je fais différentes choses en fonction des parcelles, de ce que je vais semer, tout ça. Et donc, Parce que cette parcelle-là, j'étais uniquement en moi, glypho. Il y en a où j'ai fait le travail du sol. je suis plutôt en non-travail du sol depuis quelques années. Et effectivement, j'ai le revers de la médaille, c'est le développement des vivaces. Ouais. Parce que autant on arrive à couvrir sur des annuels et que le bénéfice-risque est quand même bonif avec les couverts, autant c'est vrai que comme on n'a pas ce déchômage régulier ou multiple, comme on peut l'appeler, Mm. ben, les vivaces sous les récoltes pourraient être amenées à se développer. Ouais. Et comme cette année, j'ai justement une parcelle où je vais pas semer de couvert, je me pose la question justement de les déchaumer pour pouvoir utiliser voilà, une nouvelle cartouche que j'ai pas utilisée depuis quelques années. Bah, je vais être très franc. L'année dernière, j'avais prévu de semer. J'ai beaucoup d'interculture courte avec la méta de l'escourgeon après le blé. Enfin, beaucoup, j'en ai. Et j'avais prévu de semer des couverts partout là et de semer les orges dedans. Je m'étais fait un peu mon film comme ça. En fait, j'ai eu du chien-dent dans tous les blés. Et du coup, je dis, bon, bah, non, non, faut pas jouer. Du coup, il y en a une grosse partie que j'ai travaillé profondément. Je n'étais vraiment pas parti là-dessus et c'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais force est de constater que ça a a priori plutôt marché. Et là, cette année, j'en ai pas mal avec d'autres vivaces. J'ai une parcelle avec, il y a du chien-dent, il y a des chardons, il y a du rumex. C'est pas terrible à voir. Et à part en poids de conserve l'année prochaine. Et donc là, c'est vraiment pas terrible pour lutter là-dessus. Et du coup, bah, je vais essayer cette année le scalpage. Euh, je vais essayer d'avoir, enfin, je suis en discussion pour avoir les différentes démos et faire deux, trois coups de scalper euh, entre 3 et 10 centimètres, je pense, tous les 2, 3 semaines. Et se met un couvert plutôt en septembre avec, bah là, pour le coup, sans Moi, je légumineuses rebondis pour couvrir, quoi. Je rebondis justement sur, tu disais le placement de la graine, etc., 2 centimètres. Alors, bien sûr, moi j'ai dit l'inverse avec le semis sous la coupe. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est le petit détail, c'est que quand je sème à 600 grains par mètre carré sous la coupe, avec 0 € de gasoil Mm. supplémentaire, de main-d'œuvre supplémentaire, d'usure de tracteur supplémentaire, je peux me permettre de monter un petit peu la dose de semence en disant, bon, bah, j'aurai de la perte, c'est pas très grave, mais quand on sème à 600, pour viser 400, en fait, au final, ce qui compte, c'est la rentabilité du couvert. Ah, tu t'y retrouves Et économiquement. économiquement, je m'y retrouve parce que j'ai pas de coût d'implantation avec la batteuse, Ouais. c'est que le couvert, en fait, c'est que la semence. Donc, je peux y aller. Et par contre, effectivement, quand je sème sous la paille avec un semoir à dents ou que je sème avec un semoir classique, je baisse mes quantités de semences et j'essaye d'avoir une meilleure régularité et une meilleure qualité de semis. Et donc là, on sème bien Mm. sûr contact terre-graine. Donc, je voulais rebondir un petit peu à ça parce que faut pas Ouais, croire mais que si ça marchait tout le temps et avec les mêmes quantités, on s'emmerderait plus à acheter des smarts. chaque technique, je sais que celui qui a gagné le concours l'année dernière au niveau de Hauts-de-France, qui était premier devant nous, il avait semé, enfin, il avait fait du classique, hein, de chômage rotatif, hein, et il avait eu un super couvert. Donc, il n'y a pas de.
faut choisir la technique adaptée à son système ou à la succession de cultures sur le moment et aux conditions, quoi. Cette année, on verra. Et ça me permet de rebondir également. Moi, j'ai été pendant de nombreuses années un petit peu pro semi-direct et anti-travail de sol, anti-charrue ou quoi. Je me rends compte aujourd'hui, avec l'arrivée des couverts chez des profils d'agriculteurs plutôt assez gros travail de sol, gros travailleurs de sol, je me rends compte que certains arrivent à faire effectivement des bons couverts et finalement, enfin, ce qu'il faut combattre, c'est le sol nu. Oui. Et parce que c'est le sol nu qui est préjudiciable. Après, le travail du sol, s'il est fait en bonnes conditions, forcément, c'est pas l'idéal pour un sol d'un point Non, de mais vue c'est moins préjudiciable en été que, par exemple, les labours d'hiver, hein, on le sait, pour la vie du sol. Donc, Tout à fait, mais c'est parce que le labour d'hiver, il est dans une période climatique très sensible et il va laisser un sol nu derrière. Donc c'est plutôt exactement. le côté sol nu qui est néfaste, plutôt que le côté travail du sol. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, effectivement, il faut s'interdire rien. Ce qu'il faut, c'est réussir. Et donc, voilà, quelles que soient les méthodes, et ce qu'il faut, c'est réussir. Il faudrait plutôt se dire, voilà, mon objectif d'agriculteur, producteur de biomasse ou de producteur, voilà, en agroécologie, c'est réussir un couvert de minimum 3 tonnes partout. Et ça serait déjà bien. Et j'ai envie de dire, quels que soient les moyens, quoi. Et après, c'est l'économique qui va faire qu'on va utiliser de moins en moins de fuel, de tracteurs, d'usures, parce que l'économique, forcément, on ne fait pas les choses par plaisir. Cette Je année, pense que j'ai une là, tous les parcelle qui deux, va en betterave l'année prochaine, en terre très rouge. Mon père, ça fait longtemps que je sais même pas s'il a déjà fait des betteraves là-bas, mais il faut trouver surface. Et par exemple, là, on m'a conseillé, on m'a dit, faut que je travaille en profondeur le sol l'été et que tu sèmes le couvert et puis tu y retourneras sortie d'hiver, quoi. Et pas se borner à se mettre un truc en direct là parce qu'on ne pourra jamais reprendre la terre rouge. Et je voudrais mettre quand même un petit bémol, c'est que moi, dans mon raisonnement, faut pas se dire, bah tiens, du coup, impeccable, après 10 ans de semi-direct, il est OK pour le travail. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est vraiment de se dire, le semi-direct, pour moi, est la meilleure des solutions, mais quand on est sûr qu'on va le réussir, et il faut se donner les moyens de faire du semi-direct, de faire du non-travail de sol. Mais effectivement, après, il faut être capable de rester dans des techniques TCS ou des techniques peut-être plus agressives, mais il faut réussir. Donc, il faut tout mettre en place, il faut réussir. Celui qui n'a pas réussi, ben, finalement, si en plus il a travaillé le sol, eh ben, il a doublement été en échec. Voilà, tous les deux, vous faites la conclusion parfaite justement de ce webinaire, où c'est vraiment ça, c'est vraiment de réussir les couverts, quelles que soient les pratiques. Et justement, nous, on travaille, que ce soit avec le concours à vos couverts ou avec l'accompagnement qu'on fait. Et là, dans vos retours d'expérience, on sent ça aussi, c'est de ne pas séparer les pratiques ou de ne pas discriminer les pratiques, de ne pas mettre en opposition les pratiques, mais vraiment de voir ça comme utiliser tous les leviers qui sont à notre disposition pour essayer de réussir justement sa couverture du sol. Et voilà, pour tous les effets qu'on a vus précédemment, mais aussi pour dans un objectif futur de conserver justement le potentiel de nos sols et puis la préservation du climat, etc. C'est vraiment très, très important. Donc, merci à tous les deux, en tout cas, pour votre intervention. Oui, si vous avez vraiment des questions j'ai pas eu de questions là, mais dans la conversation, j'ai essayé de répondre à tous. Mais sinon, on va vous dire merci à tous pour votre attention. À part s'il y a des questions un peu de... Non? Précédentes? Je crois pas. Okay, N'hésitez pas en tout cas à participer tous les agriculteurs au concours, l'édition 2026 du concours à vos couverts qui sera relancé là en septembre. Beaux couverts ou couverts, c'est pas vraiment la biomasse qui compte, mais c'est vraiment, vous l'avez vu, c'est la diversité, on travaille sur les effets de la structure du sol, le piège à nitrate, les effets biodiversité. Donc, faut vraiment pas hésiter à concourir, même si vous pensez, moi je suis en labour ou moi je suis en... Peu importe, on prend tout le monde, des maraîchers, etc. En agriculture biologique, c'est vraiment ouvert à tous. Et vraiment, dans un seul objectif, de valoriser les pratiques des agriculteurs sur leur couvert et de parler positivement. Pour le coup, c'est un sujet où tout le monde est d'accord. C'est pour ça que vous voyez, on a beaucoup de partenaires, que ce soit des négoces, des coopératives, l'OFB,
des constructeurs, etc. Parce que la couverture du sol, c'est positif pour tout le monde, donc c'est vraiment important. Je vais répondre aux quelques petites questions et puis sinon, merci à tous pour votre présence et puis un grand merci à Victor et puis à Benoît pour leur témoignage qui est vraiment important pour nous aujourd'hui et puis vraiment intéressant. Ça illustre bien en tout cas les propos qu'on essaye d'avoir en théorie et là pour le coup, c'est du concret. Merci à tous. Merci à vous. Bonne Merci journée. beaucoup. Bonne journée. Au revoir.